160 milliards de yens. C'est ce que le Japon investit en 2026 pour construire l'avion de combat du futur, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, sans la France. Pendant ce temps, Paris et Tokyo se félicitaient encore de leur partenariat d'exception. Mais un partenariat sans contrat industriel solide, ça ressemble à quoi concrètement décembre 2022 ? Tokyo annonce l'une des décisions militaires les plus importantes de l'archipel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon va construire l'avion de combat du futur, un chasseur furtif de 6e génération, intégré à des drones, à un cloud de combat, à des capteurs de nouvelle génération, un avion qui incarnera la nouvelle doctrine militaire japonaise, plus offensive, plus projetée, plus autonome. Le budget du programme s'étalera jusqu'en 2050. Les ambitions sont sans précédent. Et Tokyo choisit ses partenaires, le Royaume-Uni, l'Italie, pas la France. La France qui entretient avec le Japon depuis 2013 ce que les deux gouvernements appellent officiellement un partenariat d'exception. La France qui a envoyé en 1918 une mission militaire pour créer de toutes pièces l'aviation japonaise. La France, dont les soldats font des exercices conjoints avec les forces japonaises d'autodéfense depuis 2023. La France, dont le président vient de se rendre à Tokyo le 1er avril 2026 pour signer des déclarations conjointes et serrer des mains en souriant. Tout ça, et pourtant, le plus grand réarmement du Japon depuis 80 ans se fait sans Paris. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça dit, concrètement, de la réalité de ce partenariat d'exception ? Bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ici c'est de l'analyse géopolitique basée uniquement sur des faits vérifiables, pas de sensationnalisme, pas de théorie inventée. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Est-ce que la France rate le virage stratégique en Asie ? On lit tout ce que vous écrivez. Maintenant, rentrons dans les faits. Pour comprendre pourquoi le choix du Japon est si important, il faut d'abord mesurer l'ampleur de ce qui se passe à Tokyo depuis 2022. Pendant plus de 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a limité ses dépenses militaires à moins de 1% de son PIB. C'était un principe fondateur du Japon d'après-guerre. L'article 9 de la Constitution de 1947 stipule le renoncement à l'usage de la force dans les relations internationales. L'armée japonaise, officiellement, s'appelle les forces d'autodéfense. Le pays n'a pas d'armée au sens classique, il a des forces pour se défendre. En décembre 2022, tout change. Le Premier ministre de l'époque, Fumio Kishida, annonce que le Japon va consacrer 43 000 milliards de yens, environ 300 milliards d'euros, à sa défense entre 2023 et 2027. C'est une hausse de 60% par rapport aux 5 années précédentes. L'objectif affiché, atteindre 2% du PIB en dépenses militaires, soit le standard demandé aux membres de l'OTAN. Source, Ministère de la Défense japonais, déclaration officielle du 16 décembre 2022. En décembre 2025, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi accélère encore. Le budget de défense pour l'exercice 2026 dépasse 9 000 milliards de yens, 48 milliards d'euros, en hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente. C'est la 4e année consécutive de hausse record. Le ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi, déclare publiquement, et cette citation est documentée par Euronews, c'est le minimum requis alors que le Japon est confronté à l'environnement sécuritaire le plus sévère et le plus complexe de l'après-guerre. Le résultat de cette trajectoire, selon les projections d'Euronews et d'autres sources financières, le Japon est en passe de devenir le 3e pays au monde en matière de dépenses de défense, derrière les États-Unis, derrière la Chine, devant tout le monde d'autre. Ce n'est pas un détail, c'est une transformation stratégique sans précédent depuis 1945. Et dans cette transformation, le Japon fait des choix d'alliances industrielles et militaires qui ont des conséquences directes sur ses partenaires. La France en fait partie, et pas dans le bon sens. Le 9 décembre 2022, simultanément à l'annonce du doublement du budget militaire,
Tokyo, annonce qu'il rejoint le programme GCAP, Global Combat Air Programme. Il s'agit de fusionner le projet japonais FX, lancé en 2020 par Mitsubishi Heavy Industries, avec le programme Tempest britannique porté par BAE Systems, auquel l'Italie et Leonardo participent déjà. L'objectif, développer conjointement un avion de combat furtif de 6e génération à l'horizon 2035, un avion supersonique bimoteur, longue portée, intégré à des drones autonomes, à un cloud de combat, à des systèmes de guerre électronique avancés. Le budget alloué par le Japon pour l'exercice 2026, 160 milliards de yens, soit 867 millions d'euros, pour un programme unique, un seul avion. Ce chiffre est documenté par Euronews. Le 14 décembre 2023, un traité international est signé entre les trois pays, créant une organisation intergouvernementale commune et une entité industrielle, Edgewing, détenue à parts égales par BAE Systems, Leonardo et JAEC, le consortium japonais réunissant Mitsubishi Heavy Industries et la société japonaise des compagnies aérospatiales. En novembre 2025, les trois ministres de la Défense, britanniques, italiens et japonais, tiennent une visioconférence de 80 minutes exclusivement dédiée au GCAP. Le communiqué confirme le basculement vers la phase de développement industriel et la mise en service prévue en 2035. La France n'est pas dans cette salle, elle ne l'a jamais été. La France a son propre programme concurrent, le SCAF, Système de combat aérien du futur, mené avec l'Allemagne et l'Espagne, autour de Dassault Aviation et Airbus. Et les deux programmes, GCAP et SCAF, ciblent exactement le même segment de marché mondial. Ce sont des concurrents directs. Ce n'est pas la première fois que la France et le Japon se retrouvent dans des camps opposés sur un contrat industriel de défense majeur. En 2016, l'Australie choisit la France, DCNS, devenu Naval Group, pour construire sa future flotte de sous-marins. C'est un contrat colossal, estimé à 56 milliards d'euros à l'époque. Le Japon était en compétition avec ses sous-marins Soryu. Paris avait gagné. En 2021, tout s'effondre. L'accord AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis annule unilatéralement le contrat français. La France rappelle ses ambassadeurs. C'est une crise diplomatique majeure. Et c'est le Royaume-Uni, pas la France, pas le Japon, qui sort renforcé de cet épisode, confirmant sa place de partenaire militaire privilégié de l'Australie. Le Japon, lui, remportera en 2025 une commande de 11 frégates de la classe Mogami auprès de l'Australie. 11 frégates. C'est la première grande exportation militaire japonaise. Ce fait est documenté par l'usine nouvelle. Tokyo a su transformer son industrie de défense en acteur exportateur, là où Paris a perdu le contrat du siècle. Les deux pays, France et Japon, étaient sur le même marché, face aux mêmes clients. Et c'est Tokyo qui gagne. Le 2 mai 2024, lors de la visite du Premier ministre Kishida à Paris, Emmanuel Macron et lui annoncent en grande pompe le lancement de négociations pour un accord d'accès réciproque entre les armées françaises et japonaises, ce qu'on appelle un RAA. Un RAA, c'est un accord qui permet aux soldats d'un pays de s'entraîner sur le territoire d'un autre, d'y faire entrer des équipements militaires, de créer un cadre légal pour la coopération opérationnelle. Le Japon en a déjà signé un avec le Royaume-Uni en 1 an de négociations. Il en a signé un avec l'Australie en 2 ans. Il en a signé un avec les Philippines en janvier 2026. Avec la France, les négociations ont été annoncées en mai 2024. En avril 2026, lors de la visite de Macron à Tokyo, l'accord n'est toujours pas signé. 2 ans après l'annonce officielle, le site de la politiste Guibourg de Lamotte, chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, publie le 31 mars 2026 dans Le Monde une tribune titrée « La France et le Japon ont besoin d'un accord d'accès réciproque pour aller plus loin dans leur coopération militaire. » 2 ans après l'annonce. Le diagnostic est clair, on n'a toujours pas d'accord. Un responsable de l'OPEX 360 a publié l'un des commentaires les plus révélateurs sur cette question.
Le blocage principal est connu et documenté. La France s'oppose à l'application de la peine de mort à ses ressortissants à l'étranger. Le Japon pratique la peine de mort. Or, un RAA signifie que des soldats français pourraient se retrouver sous juridiction japonaise en cas d'incident grave. Tant que cette question n'est pas résolue avec une exemption formelle, le RAA bloque. Et personne ne semble avoir trouvé de solution à ce problème concret depuis 2 ans. Marianne Perrondoise est une spécialiste reconnue de l'Asie-Pacifique. Elle a été chef du département Asie-Pacifique au sein de la délégation aux affaires stratégiques du ministère des Armées. C'est quelqu'un qui connaît ce dossier de l'intérieur. Et voici ce qu'elle dit dans un article de l'Usine Nouvelle de septembre 2025, dont la citation est textuellement documentée. Le partenariat franco-japonais manque de substance. Le Japon a choisi de construire un avion de chasse avec le Royaume-Uni et l'Italie, de fournir des frégates à l'Australie, mais il n'a pas de programme solide avec la France. Les échanges se limitent pour l'essentiel à des exercices. Des exercices. Quand le Japon investit des centaines de milliards dans son réarmement, la France obtient des exercices. Le GCAP est le concurrent direct du SCAF. L'un comme l'autre cible le segment des chasseurs de 6e génération. L'un comme l'autre vise les marchés d'exportation dans les années 2030-2040. Mais là où le GCAP a un traité international signé, une entité industrielle créée, un calendrier confirmé à 2035 et 3 pays engagés budgétairement, le SCAF accumule les retards. En décembre 2025, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont annoncé repousser la signature des contrats industriels pour la phase suivante, sans donner de nouvelle échéance. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est interrogé publiquement sur l'opportunité de continuer ce projet avec Paris. Selon touteleurope.eu, Berlin envisagerait de rejoindre le GCAP si le SCAF échoue. Autrement dit, le programme rival du Japon contre la France pourrait récupérer l'Allemagne si la France ne réussit pas à avancer sur son propre projet. Le Japon, lui, avance, et sans la France. Pendant des décennies, le Japon a acheté la quasi-totalité de son armement aux États-Unis. Des F-35, Lockheed Martin, des missiles Patriot, des destroyers Aegis. Le lien Washington-Tokyo était hégémonique sur le marché de la défense japonais. En 2023, le Japon assouplit ses 3 principes sur le transfert d'équipements de défense, une révolution dans sa doctrine d'exportation. En 2024, il autorise les exportations du futur GCAP vers une quinzaine de pays partenaires. Il remporte des contrats de frégates en Australie. Il développe ses propres missiles à longue portée. Ce Japon qui cherche des partenaires industriels, ce Japon qui choisit avec qui travailler, choisit le Royaume-Uni, il choisit l'Italie. Pour les frégates, il choisit de vendre directement à l'Australie plutôt que d'acheter à Naval Group. Alice Panier, responsable du programme géopolitique des technologies à l'IFRI, est citée dans l'Usine Nouvelle pour expliquer ce choix. Le Japon préférait un partenaire dont l'industrie était compatible avec la sienne et avec l'alliance américaine. BAE Systems et Rolls-Royce s'inscrivent dans l'écosystème technologique anglo-saxon dont le Japon fait déjà partie. La France, avec son industrie souverainiste et son positionnement indépendant de Washington, représente une logique différente. Ce fait est documenté par l'Usine Nouvelle et mérite d'être dit clairement. La France et le Japon sont devenus des concurrents directs sur les marchés de l'armement. Ils se sont affrontés sur les sous-marins australiens. Ils se font concurrence avec leurs avions de combat respectifs, GCAP contre SCAF. Leurs industries de défense ciblent les mêmes clients potentiels. Tokyo et Paris ne sont pas dans le même camp industriel. Cela ne signifie pas qu'ils sont des ennemis géopolitiques. Ils partagent des valeurs, ils font des exercices ensemble, ils ont des intérêts convergents en Indo-Pacifique, mais ils ont des intérêts industriels divergents. Et en matière de défense, les intérêts industriels pèsent très lourd dans les choix des alliances. Arrêtons-nous sur ce que tous a dit, ensemble.
Le Japon est en train de vivre le réarmement le plus important de son histoire depuis 80 ans. Il va devenir le 3e pays au monde en dépenses militaires. Il développe l'avion de combat le plus ambitieux jamais conçu par ses industries. Il exporte des frégates, assouplit ses règles d'armement, crée des partenariats industriels stratégiques. Et dans tout ça, il choisit le Royaume-Uni comme partenaire clé. L'Italie comme partenaire secondaire, l'Australie comme client prioritaire. La France, elle, obtient des exercices conjoints et des déclarations conjointes qui saluent l'excellence du partenariat franco-japonais. Les discours officiels sont chaleureux. Macron visite Tokyo, Takaichi visite Paris. On signe des feuilles de route, on organise des sommets 2+2. Les photos sont belles, mais quand on regarde les contrats, les vrais contrats, avec des chiffres, des responsabilités industrielles, des transferts de technologie, la France n'y est pas. Une experte française du ministère des Armées l'a dit sans détour. Les échanges se limitent pour l'essentiel à des exercices. La question que ça pose n'est pas une question de faute ou de trahison. Ce n'est pas aussi simple. La France a une industrie de défense souverainiste qui ne s'intègre pas facilement dans les chaînes d'approvisionnement anglo-saxonnes dont le Japon dépend. Elle a des valeurs juridiques, notamment sur la peine de mort, qui bloquent des accords concrets. Elle est engagée dans un programme concurrent, le SCAF, qui se présente comme l'alternative au GCAP sur les marchés mondiaux. Tout ça est cohérent, mais cohérent ne veut pas dire satisfaisant pour Paris. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que la France peut se permettre d'être présente partout dans les discours et absente partout dans les contrats? Est-ce que son partenariat d'exception avec le Japon résistera à la réalité de 2 industries de défense qui se font concurrence plutôt que coopérer? Et à l'heure où le Japon dépense plus en défense que n'importe quel pays européen, sauf la France elle-même, à l'heure où Tokyo devient un acteur mondial de l'armement, est-ce que Paris peut se contenter des exercices? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et si cette analyse vous a éclairé sur quelque chose que les grands médias ne disent pas assez, partagez-la. À la prochaine.